Cet été, oubliez la route 66 et mettez le cap sur la route 71, direction la Saône-et-Loire, en Bourgogne du Sud. Aux confins du Bourbonnais à l'ouest, jusqu'à la Bresse bourguignonne à l'est, du Morvan au Mâconnais, la Saône-et-Loire fourmille de noms qui fleurent bon la France gourmande, celle qui met l'eau à la bouche. C'est aussi le département des belles pierres, des paysages verdoyants, et disons-le, c'est le berceau des meilleurs vins au monde. Bref, la Saône-et-Loire est le plus beau des départements. Et je ne dis pas ça parce que j'y ai vu le jour. Pas du tout. Route 71 en Bourgogne du Sud, Alexandra Lévesque. La Saône-et-Loire, Cap au Nord. Toutes les routes mènent à la Saône-et-Loire. Mais si vous préférez le train, 2 gares TGV vous y accueillent. La gare TGV de Mâcon-Locher, au sud du département, et celle du Creusot-Mont-Solémine-Montchanin, inaugurée en 1981. C'est là que nous débarquons aujourd'hui. Le ton est donné. Ce bâtiment ultra-moderne est encerclé de prés peuplés de bovins aussi accueillants que curieux. Et en bovins, croyez-moi, on s'y connaît ici. La célèbre charolaise est originaire de la région de Charolles, à 50 km au sud de la gare. Au programme de cette première journée en Bourgogne du Sud, église romane, entreprise made in France, village séculaire et une nuit dans un lieu plein de charme. À la gare, il est facile de louer un véhicule. Notre première visite est prévue à quelques minutes de là. C'est le moment de se connecter à l'application web Route 71, une application facile à utiliser qui va nous accompagner durant notre séjour en Saône-et-Loire. C'est parti! En quittant la gare, direction la départementale 974, appelée également route du Canal. Cette départementale champêtre à souhait longe le canal du Centre qui traverse le département sur plus de 100 km, de Chalon-sur-Saône à Digoin. En quelques minutes, nous entrons dans la petite commune d'Écuisses pour la visite de la villa Perrusson. Cette villa, édifiée à partir de 1869 par les Perrusson, une famille de céramistes, est l'un des témoins de l'histoire industrielle locale. Leur production de céramique, de tuiles, mais aussi de bustes et statues, a connu une renommée internationale puisqu'elle a été montrée à l'exposition universelle de 1889. Cette maison catalogue est absolument ravissante. Chaque centimètre de la façade ou de la toiture sont l'illustration du savoir-faire des céramistes du XIXe siècle. Quant au jardin à l'anglaise, il appelle à la flânerie avant de reprendre notre visite du département. Les vieilles pierres semblent vous passionner, qu'à cela ne tienne. Avant de rejoindre Mont-Solémine, où nous sommes attendus dans une des entreprises fleurons du Made in France, nous vous invitons à prendre les chemins de traverse pour une balade dans le charmant village de Gourdon. Les 30 minutes qu'il faut pour rejoindre Gourdon sont merveilleuses. Ces vallées verdoyantes bourguignonnes, franchement, on n'a jamais rien vu de plus beau. À Gourdon, commençons notre visite par l'église romane Notre-Dame de l'Assomption, classée au monument historique. À l'intérieur, chapiteaux sculptés et peintures murales redécouvertes en 1940 sont à couper le souffle. Après les nourritures spirituelles, il est temps de passer aux nourritures terrestres. En sortant de l'église, heureux hasard, se trouve l'auberge de Gourdon tenue par Bruno Messer. Et ça tombe bien, on a une faim de loup, non? Eux en meurette, tête de veau ou viande charolaise, pas de doute, nous sommes en Bourgogne. Il suffit de s'installer confortablement dans la cour ombragée de cette charmante auberge et notre hôte s'occupe du reste. Alors ce déjeuner, c'était bien. Bon, il est temps de reprendre notre appli web Route 71, puisque rendez-vous est pris à Mont-Solémine.
Cette ancienne cité minière est aujourd'hui une ville lumineuse, malgré la fermeture des houillères dans les années 80. Parmi les entreprises qui ont su réinventer Monceau, il y a la manufacture Perrin, fleuron du Made in France. Créée en 1924, cette entreprise est un des derniers représentants de la tradition bonnetière française. Guidée par Damien Schneider, le président de la manufacture, avec qui nous avons pris rendez-vous grâce à l'appli, nous allons assister à toutes les étapes de fabrication d'une paire de chaussettes ou de bas. Mais d'ailleurs, le voilà. Alors, dites-nous Damien, là donc on est dans votre manufacture, la manufacture Perrin, en plein cœur de Monceau-les-Mines. Alors décrivez-nous un petit peu l'atelier dans lequel on est là. Qu'est-ce que c'est que ces machines? Qu'est-ce qu'on y fait? Alors c'est un atelier donc, qui comprend une centaine de machines, donc des machines vraiment très spécifiques à la bonneterie. On est sur des machines circulaires quand généralement, la plupart du temps, on peut voir des choses, des métiers linéaires pour le reste on va dire, de tous les autres vêtements qui se font. Nous, aujourd'hui, on a une centaine de métiers à tricoter qui sont répartis en trois grandes familles, des métiers italiens et japonais, donc eux, vraiment de ultra modernes, de nouvelle génération, complètement bardés d'électronique, qui vont permettre de faire des modèles très complexes, que ce soit en termes de dessin, en termes de broderie, pour des modèles plus techniques, comme des modèles de chaussettes de sport, des chaussettes de chasse, des chaussettes de ski, par exemple. Voilà, donc tout ça va être fait sur des métiers de nouvelle génération. Mais on a également des métiers Bentley, donc comme les voitures. Qui fait des voitures aujourd'hui, voilà, qui avant de faire des voitures a d'abord fait des moteurs d'avion et avant de faire des moteurs d'avion, des machines-outils, dont justement des métiers à tricoter. D'accord. Et donc ce sont des métiers qui eux sont complètement mécaniques, n'ont aucun électronique. Donc c'est tout un travail de réglage, de cam, d'arbre à cam, de longueur de chaîne qui va faire qu'on va pouvoir sortir tel ou tel modèle. Et ce sont des machines aujourd'hui qui nous permettent de concevoir et de fabriquer bizarrement des modèles qu'on n'est pas capable de reproduire sur des modèles de nouvelle génération. Notamment toute notre gamme jambes sensibles sont des chaussettes qui sont tricotées sans aucun élastique, ce qu'on n'est pas capable de refaire aujourd'hui sur des machines modernes. C'est incroyable. Oui, et surtout c'est d'où l'intérêt d'avoir su conserver ces machines-là. Et ça veut dire que si vous avez gardé ces machines anciennes qui sont donc pas bardées d'informatique comme vous dites, oui. Ça veut dire qu'on a encore besoin de la main de l'homme pour les faire fonctionner, j'imagine. Ah, c'est complètement mécanique. Donc c'est exactement ça. C'est un petit peu comme pour vous imaginer, comme un gros orgue de barbarie. C'est un vrai savoir-faire aujourd'hui un petit peu séculaire, on va dire, qu'on ne retrouve plus dans les manufactures de bonneterie. Ça fait partie des savoir-faire qui nous ont permis aujourd'hui d'être labellisés entreprise du patrimoine vivant. D'accord. Et alors ce qui est super, c'est que vous la faites visiter cette usine. Si on veut venir visiter votre usine, en allant sur l'appli Route 71, il suffit de s'inscrire, vous pouvez faire des visites chaque jour? Tout à fait. Donc il suffit de s'inscrire. Aujourd'hui, on a ouvert des créneaux tous les jours, donc on accueille des personnes, on accueille des groupes à partir de 5 personnes. Donc il n'y a pas de limite particulière. Donc la visite, on accueille les gens sur place dans notre magasin d'usine qui nous sert aussi un petit peu de showroom et de vitrine pour nos collections. Et ensuite, on les accompagne. Donc on commence la visite par l'atelier de tricotage. La visite dure 45 minutes et ensuite on va vraiment reprendre les différentes étapes de fabrication d'une paire de chaussettes depuis le bureau d'études, l'atelier de tricotage, en passant par les différentes étapes de finition, donc de fermeture de pointe, d'apprêtage, de packaging, enfin toutes les étapes qu'il y a autour de la fabrication d'une paire de chaussettes depuis le fil jusqu'au produit fini. Super, écoutez, c'est vraiment, je trouve que c'est une très chouette idée. Et puis voir ces bonnetiers, ces bonnetières travailler sur ces machines, qu'elles soient très modernes ou plus anciennes, c'est passionnant. Franchement, c'est passionnant. C'est le cas, c'est passionnant et on y met beaucoup de cœur, beaucoup d'amour, beaucoup de passion. Écoutez, merci infiniment pour cette visite. Et puis je vais faire un petit tour à la boutique pour acheter 1 ou 2 paires de chaussettes avant de vous quitter, Damien. Avec grand plaisir. Merci infiniment en tout cas. Merci beaucoup pour votre accueil et à bientôt. Merci à vous. À bientôt. Le temps file en Saône-et-Loire. Il se fait tard et le domaine de Rimska nous attend. Située à Saint-Jean-de-Trézy, au cœur du Couchois, cette charmante maison d'hôte est entourée d'étangs, de prairies et de bois. Le propriétaire assure la visite guidée des lieux, évidemment dédiés aux spécialités bourguignonnes et aux produits du terroir issus de la ferme du domaine. D'ailleurs,
Il paraît que la carte des vins du restaurant compte plus de 650 références. Le rêve. Bonjour Eric Ferté. Bonjour Alexandra. Alors d'abord, je voudrais vous féliciter pour la beauté des lieux, mais c'est un petit bijou ce domaine de Rimska. D'ailleurs, on va faire un petit jeu. Je voudrais que vous me décriviez l'endroit en 2-3 phrases. C'est gentil. Donc l'endroit est un endroit un petit peu magique, de 80 hectares, vallonné avec des étangs, des bois, des prairies, où vivent tous nos animaux de la ferme, ainsi que des animaux sauvages, plein d'oiseaux, plein de choses. Formidable. Et au milieu de ce petit paradis, on a installé notre hôtel et restaurant. Donc il y a ici, vous me dites si je me trompe, des chambres d'hôtes, une ferme, comme vous venez de le dire, et un restaurant. Alors racontez-nous quel était le projet de départ, pourquoi ces 3 entités? Alors le projet de départ est venu très simplement, c'est que je suis passionné d'agriculture, d'élevage et surtout de bonne bouffe. Donc l'idée était de produire tout ce qu'on allait proposer à notre clientèle. Alors ça veut dire quoi? Ça veut dire que tout ce que vous produisez à la ferme va directement dans le resto pour nourrir les clients? Oui, tout à fait. Donc 100% des viandes sont produites sur le domaine, une bonne partie des légumes, ainsi que des fruits. Et tout donc sert à alimenter le restaurant pour le plus grand plaisir de nos hôtes. Ah bah j'imagine, on peut pas faire mieux en termes de circuit court. Oui, tout à fait. Tout est élevé sur place. Donc nous avons des vaches, nous avons des moutons, nous avons des oies, des canards, des poules pondeuses. Et de plus, nous avons un grand lac à l'étang où nous avons un petit élevage de cendres. Donc le matin, les petits retraités du village viennent pêcher le cendre et nous le servons le soir au restaurant. D'accord. Voilà. Et la particularité du domaine, c'est que nous avons des vaches de race Wagyu. Donc c'est une race qui est plus connue sous le nom bœuf de Kobe. Donc c'est une race qui vient du Japon, qui est élevée sur le domaine et qui devient une viande assez exceptionnelle, une viande très persillée. Arrêtez, vous me mettez l'eau à la bouche, Eric, c'est horrible. Et alors, quand est-ce que vous avez investi les lieux? Quand est-ce que vous êtes arrivé ici au domaine? Le premier pas que j'ai mis ici, c'est en 2012. Ouais. J'avais une ferme qui touchait à ce domaine. Et ce domaine s'est trouvé à la vente. Et bien sûr, je me suis porté acquéreur. Et puis, vu la beauté du lieu et puis le château en ruine qui méritait une belle rénovation, le projet a mûri et nous avons lancé les travaux. Nous avons travaillé avec des entreprises locales et que des matériaux de la région pour essayer de rester dans le cachet bourguignon. 6 ans de travaux pour ouvrir il y a à peu près 2 ans. 6 ans de travaux, mais c'est énorme. Ceci dit, le résultat, franchement, valait la peine. C'est vraiment exceptionnel. C'est un endroit incroyable. Bon, ben, c'est gentil. Ah bah oui. Et en parallèle à tout ça, je suis éleveur de chevaux. Nous avons 18 poulinières sur le domaine, dont Rimska, qui est l'une de notre fierté, puisqu'elle a gagné pas mal de groupes en France et surtout aux États-Unis. Et Rimska donc est née en 2014 sur le domaine, d'où le nom du domaine. Et alors donc, vous avez un restaurant, et je me suis laissé dire que vous aviez une cave très impressionnante. On a environ 650 références, Oh là là. avec 95% de Bourgogne, bien entendu. Ah bah oui. Et notre particularité, c'est que nous mettons beaucoup de vin en vieillissement, donc on est capable de sortir des millésimes depuis 2002, depuis même 1990, enfin, on a pas mal de choses. Et alors, quelle est la plus belle pièce de votre cave? Allez-y, faites-moi rêver. La Romanée Conti, bien entendu. Aïe, aïe, Le domaine aïe. de la Romanée Conti, donc, où on a plusieurs millésimes à partir de 1999 jusqu'à nos jours. Bon, c'est décidé, moi je reviendrai au domaine. Je vous le dis, vous avez dit le mot magique. Et alors, est-ce que vous avez des projets pour l'avenir? Est-ce que le domaine va s'agrandir? Tout à fait, nous sommes en projet de 5 suites supplémentaires Oui. pour passer à 10 suites et 2 chambres. Récemment, nous venons de construire une piscine donc, qui est ouverte au public, bien sûr. Terrain de boule, location de vélo, location de voiture, pour tout ce qui est circuit autour du domaine. Et alors, définissez-moi un petit peu en quelques mots les atouts de votre coin de Saône-et-Loire, de votre région en particulier, parce que vous êtes vraiment dans un très très joli coin. Oui, on a la chance d'être à côté des vignes, à côté de monuments et de villes historiques comme Cluny, Autun, Chalon-sur-Saône et j'en passe. On a une nature assez exceptionnelle où on peut faire des balades à vélo, des étangs, des lacs. Dégustation, visites de caves sont possibles également depuis le domaine. Bon bah écoutez, je crois que vous m'avez convaincu. Je reviendrai, je peux vous le dire solennellement, au domaine de Rimska, parce que c'est vraiment un petit paradis au milieu de cette Saône-et-Loire magnifique. Ce sera un plaisir, Vous me Alexandra. reverrez dans la cour. Avec grand plaisir. Bon, merci beaucoup pour votre accueil en tout cas. Merci Eric, à bientôt. Merci beaucoup. À bientôt. Merci, Alexandra. Au Au revoir. revoir. Après ce bon dîner, une bonne nuit s'impose. Demain matin, on part pour une grande randonnée sur le mont Beuvray. Situé dans le Morvan, le mont Beuvray culmine à 821 mètres.
Classé site naturel depuis 1990, c'est l'endroit idéal pour profiter d'un paysage époustouflant. Mais le mont Beuvray est aussi classé au monument historique. Le saviez-vous? Son sommet abritait la ville oppidum de Bibracte, capitale économique, religieuse et politique des Éduins, un peuple gaulois allié de Rome. En 52 avant Jésus-Christ, Vercingétorix y fut proclamé chef des Gaules coalisés. Et César, après sa victoire d'Alésia, y passa l'hiver à rédiger les commentaires sur la guerre des Gaules. Après une matinée sportive et culturelle, si nous terminions cette journée par un peu de spiritualité. Saviez-vous que la Saône-et-Loire héberge l'un des plus grands monastères bouddhistes d'Europe? À la Boulay, au sud d'Étang-sur-Arroux, le temple bouddhiste Paldeng Shangpa a été fondé en 1974. Au cœur d'un parc magnifique, le temple flanqué de ses 3 statues monumentales de Bouddha nous accueille. On peut y entrer s'y recueillir ou simplement profiter des ors de la décoration avant de faire un tour à la boutique. Et si le cœur vous en dit, vous pourrez même revenir pour un stage de méditation. Alors, on ne vous avait pas dit que la Saône-et-Loire était le plus beau département de France? À très vite, la balade continue. C'était Route 71 en Bourgogne du Sud, avec Alexandra Alévêque. Préparez votre séjour en Saône-et-Loire sur l'application web route71.fr.